Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va analyser Alibaba, le géant chinois, avec plus de 700 millions de clients. Mais ça veut pas dire grand-chose. Alors, est-ce que c'est une bonne entreprise? Est-ce que c'est une bonne opportunité? Eh bien, moi, je pense que oui, c'est la conclusion. Et dans cette vidéo, on va faire une analyse fondamentale, puis une analyse technique. Et bien sûr, vous vous ferez votre propre avis car je ne suis pas conseiller financier. On va partir déjà, qu'est-ce que c'est que Alibaba? Qu'est-ce qu'elle vend? À qui elle vend? Si vous ne connaissez pas, Alibaba, c'est un peu le Amazon chinois. En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart des choses que vous achetez, eh bien, ça passe par Alibaba. En tout cas, tout ce qui vient de Chine. Donc on voit leur part de marché, ils ont 44% de vente au détail de produits chinois. Ils ont maintenant une partie de cloud, ok, donc des services numériques. Ensuite, ils ont une petite partie immobilier, d'autres petites parties, et aussi d'autres entreprises de commerce qui ne sont pas chinoises mais qui passent par Alibaba, et une chaîne logistique qui s'occupe de la livraison. Au niveau de la ventilation par pays, on voit que c'est 100% en Chine, tout simplement parce que Alibaba, il met en relation le client et le vendeur. Donc tout simplement les entreprises et les consommateurs finaux, qui peuvent être soit des entreprises, soit des particuliers. Vous pouvez vous-même aller acheter sur Alibaba et importer directement de Chine. C'est ce que font la plupart des petits magasins. Donc en vrai, cette ventilation, elle n'est pas vraiment représentative de ce qu'ils font, parce que évidemment, ils vendent dans le monde entier, ou plutôt ils ont des revenus qui sont tirés du monde entier, mais ça, on n'a pas précisément. De toute façon, je préfère préciser, c'est une entreprise chinoise, donc toutes les données, tout ce qu'on va voir, ça peut être trafiqué. Je préfère le dire directement, ce sont les données officielles, mais ce qui est officiel en Chine n'est pas forcément fiable à 100%. N'oubliez jamais ça. Qu'en est-il de la santé financière de l'entreprise? Puisque c'est ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ensuite on verra bien sûr les perspectives futures et ce que nous dit le marché. Pour l'instant, on va s'attarder à la structure du capital. C'est une entreprise qui fait 141 milliards de dollars de valorisation. Alors, elle est cotée à New York. J'ai oublié de le préciser, c'est une entreprise chinoise mais cotée à New York, qui se finance majoritairement par la bourse. Et en quelques instants, on peut d'ailleurs voir très rapidement quelque chose qui nous intéresse, c'est qu'elle a une grande part de liquidité disponible. Plus de la moitié de sa capitalisation boursière en fait. Au niveau de sa santé financière, pour continuer du coup avec ça, en prenant les données de 2023, on voit qu'ils ont une part de dette qui est ridicule par rapport à la part de free cash flow et également à la part de liquidité et d'équivalent. C'est absolument ce qu'on veut voir nous pour une entreprise. Par contre, regardez ce qui est moins bien, c'est que 2019-2020, la part de liquidité était encore plus importante et ensuite, on a commencé à baisser. Mais de toute façon, on va le voir tout au long de cette vidéo, le Covid, ils ont pas aimé ça. Depuis 2020, ils ont eu du mal à s'en remettre et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut être une opportunité d'investissement puisque le cours s'est fait défoncer alors que l'entreprise est toujours de bonne qualité. Au niveau de la santé financière, on est bon, elle est complètement solvable. Au niveau de la croissance et de la rentabilité, alors là, on le voit encore, regardez, avant 2020, elle avait vraiment une marge nette qui était supérieure à 25%, ce qui est colossal, ce qui est considérable, et on est descendu à moins de 10%. Forcément, ça fait mal. En fait, 10% de marge nette pour une entreprise de retail, c'est déjà très bien. Mais c'est passé de exceptionnel à très bien. Donc forcément, ça, les investisseurs n'aiment pas. Il y a une incertitude et ça, le marché n'aime pas du tout. Mais moi, je ne suis pas le marché. Et une entreprise qui est quand même rentable et qui a été par le passé très rentable pendant longtemps, donc elle sait le faire, c'est juste les conditions de marché actuelles qui ne sont vraiment pas bonnes, eh bien pour moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire forcément que j'ai raison, mais il y a beaucoup plus de chances que l'entreprise remonte et redevienne ce qu'elle était une fois que la consommation va reprendre et que la crise immobilière chinoise va se résoudre, que de probabilité qu'au final elle continue sa baisse des profits. Il faut quand même bien comprendre que Alibaba c'est quand même extrêmement lié à l'économie chinoise en général. Parce que pour relancer l'économie chinoise, le gouvernement chinois peut mettre en place des gros plans de relance et dans ce cas-là, ça peut remonter très rapidement. On va voir du coup le cash flow. Ce qu'on peut voir très rapidement avec cette jolie charte, c'est que 2020, ça a été vraiment le point de rupture. On voit qu'ils avaient des dépenses d'investissement qui étaient vraiment croissantes puisque le cash lié aux activités d'investissement était de plus en plus négatif. Et ensuite, ça s'est inversé et c'est le cash lié aux activités de financement qui a chuté. Tout simplement pour une bonne raison, c'est parce que avant 2020, et on le verra sur les graphiques à la fin, la société se finançait beaucoup plus avec la bourse, avec sa capitalisation boursière. Mais comme elle a chuté, forcément, l'entreprise a dû émettre de la dette pour pouvoir se financer, pour pouvoir continuer d'investir. Et forcément, la dette, ça coûte cher. D'ailleurs, cette année, il n'y a pas 2024, mais là, cette année, ça leur coûte encore plus cher.
puisqu'évidemment l'argent coûte cher en ce moment avec les taux directeurs qui sont très élevés. Donc c'est pour ça qu'on voit que les dépenses de financement sont de plus en plus importantes. Mais ça va se réinverser le jour où les investisseurs vont se réintéresser à cette société. Évidemment, il y a toujours la guerre États-Unis-Chine, donc c'est pas toujours tout beau, tout rose. Mais dans tous les cas, même si ces deux nations ne s'aiment pas, elles ont besoin l'une de l'autre. Donc j'ai confiance pour la suite. Au niveau de la rentabilité des actionnaires, là c'est un peu moins intéressant. On est passé de 15% à moins de 7%. Là on n'est pas dans la typologie de l'entreprise qui se porte à merveille et qui ne sait plus quoi faire de son argent. On est vraiment dans une bonne entreprise qui traverse une mauvaise passe. Il faut quand même comprendre ça. Et une mauvaise passe, ça peut durer longtemps. Donc ça, c'est pas son plus gros point fort. On est d'accord. Alors un petit récap de sa santé financière. On voit que c'est une entreprise qui est toujours bien, qu'elle s'est dégagée des bénéfices, mais qui a un problème conjoncturel. Le marché chinois n'est pas au top. Il y a cette guerre toujours États-Unis-Chine et maintenant Chine-Europe. Ce qui fait que ça coûte à l'entreprise puisque du coup elle doit émettre de la dette pour pouvoir se financer et ça lui coûte plus cher, surtout dans un moment où l'argent coûte assez cher. Donc pour moi la santé financière pour l'instant est bonne, le revenu continue d'augmenter et il y a aussi autre chose dont je n'ai pas parlé, mais en fait sa marge nette a aussi baissé car le revenu des travailleurs chinois a augmenté. Donc forcément le coût du travail étant plus cher, et c'est une entreprise qui emploie plus de 200 000 personnes, eh bien ça a forcément coûté plus d'argent. Mais ça sera vrai dans tous les pays de toute façon. Et puis en plus c'est pas plus mal que les Chinois soient mieux payés, on peut pas leur reprocher ça. Mais pour l'entreprise, forcément, ça enlève de la rentabilité. On va se pencher maintenant sur la croissance potentielle. Qu'est-ce que ça va donner? Quels sont les vecteurs de croissance, toujours selon Peter Lynch? Je reprends toujours les mêmes parce que pour moi, ce sont toujours les mêmes. Il n'y en a pas des millions. Et vous voyez que c'est la première fois que là, on a tout dans le oui. Parce que c'est une entreprise qui est gigantesque. Elle a beaucoup de possibilités de levier. On va quand même les faire un par un, réduire ses coûts. Oui, bien sûr, elle peut faire toujours des économies d'échelle. Elle peut toujours licencier des employés. Étant donné qu'elle n'a pas besoin de matières premières, puisque c'est une plateforme qui met en relation, en changeant ses processus et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ils vont pouvoir optimiser leurs coûts au maximum sur beaucoup de processus. À mon avis, justement, c'est une des entreprises qui va bénéficier au maximum de l'intelligence artificielle. Puisque eux, la big data, ils connaissent forcément. Ils ont des centaines de milliards de données qu'il faut analyser. Évidemment, ils le font déjà depuis un moment, mais là, ça va être de plus en plus précis et ils vont pouvoir optimiser. Augmenter leur prix, oui, comme tout le reste du monde, comme il y a une inflation mondiale, ils vont pouvoir augmenter les prix. Il n'y a aucun doute là-dessus, tous les prix augmentent, malheureusement. Conquérir de nouveaux marchés, alors là, complètement, notamment le marché de la fast fashion, parce qu'aujourd'hui, elle est confrontée à deux nouveaux acteurs, à Temu et à Shein. D'ailleurs, Temu l'aurait passé devant au niveau de la capitalisation boursière, mais attention, je pense que Alibaba va reprendre le dessus pour une bonne raison, c'est que la fast fashion, à mon avis, elle va être bloquée dans pas mal de continents. En Europe, vous en avez peut-être entendu parler. Ils parlent de taxer au maximum, même si personnellement, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire une guerre commerciale avec les Chinois, parce qu'on n'a absolument rien à leur offrir, à part 3 bouteilles de vin et un peu de luxe, et tout le reste, on le prend chez eux. Mais les États-Unis, eux, vont pouvoir effectivement faire un peu la même chose. Donc le marché de la fast fashion va sans doute continuer de bien fonctionner, mais avec quelques limites quand même. Mais pour Alibaba, qui n'en fait pas encore, eh bien ça va être un vecteur de croissance parce qu'ils vont forcément s'y mettre. Augmenter les volumes de l'existant, toujours, d'ailleurs là je n'ai pas pris tous les chiffres, à chaque fois je vous fais un condensé, mais oui, les revenus continuent de croître, bien qu'il y ait une grosse chute depuis 2020, comme je vous ai dit depuis le Covid, avec leur politique zéro Covid, et ils ont complètement tout fermé, donc forcément ça a déclenché pas mal de crises, mais c'est dans les crises qu'on a les meilleures opportunités. Et redressement de vente ou filiales non rentables, eh bien oui, vous avez vu le nombre de filiales qu'ils ont, ils essayent toujours des nouvelles choses, et forcément, ce qui ne va pas, ils peuvent redresser et fermer et licencier des personnes. Et là, forcément, pour l'entreprise, c'est bien. Pour l'humain, non. Mais pour l'entreprise, oui. Alors, c'est un oui partout. Faut bien comprendre que Alibaba, c'est une holding. Donc, ils ont énormément de secteurs d'activité. Et ils ne sont pas tous aussi rentables. Au niveau de la valorisation maintenant, parce que c'est bien, ok, mais qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, regardez, on a un price earning qui est même pas à 17. Pour une société cotée à New York, on va pas se mentir, c'est très peu. Et en plus, le forward price earning, donc celui de l'année prochaine, il est estimé à 8,30. C'est-à-dire que l'entreprise devrait se payer 8 fois les bénéfices. En 8 années de bénéfices, la valeur de l'entreprise est rentabilisée. Autant dire que c'est
rien du tout sur une entreprise de cette taille-là et de cette qualité. C'est cadeau, on prend vraiment pas beaucoup de risques, à part si l'entreprise continue de baisser, ce serait quand même très étonnant que ça aille beaucoup plus bas. Bien sûr que ça le peut, hein. Par contre, on a un price earning to growth qui est à 1,93, donc qui est juste inférieur à 2, ce qui est pas énorme, mais parce que forcément, ça c'est le price earning ramené à la croissance, et comme la croissance en ce moment n'est pas extraordinaire, eh bien le price earning to growth est pas extraordinaire non plus. Forcément, ça va ensemble, mais ça reste pas non plus trop mauvais, puisque ça prend en compte la croissance actuelle qui n'est pas très bonne, comme on l'a déjà expliqué dans cette vidéo. Ce qui est un peu décevant, c'est ici, c'est le price sur le free cash flow, puisque juste dernièrement, là, ils n'ont pas fait de free cash flow, puisque le financement de la dette coûte très cher. Mais personnellement, je pense que c'est juste passager. Quand tout le monde va commencer à se réintéresser à la Chine, bizarrement, tout va exploser. On va voir ça maintenant sur des graphiques. On va voir ça avec Ishimoku. Et on va commencer en weekly, donc chaque bougie représente une semaine. Je précise que je suis en logarithmique pour que ce soit plus parlant, hein, on est sur des pourcentages. Alors regardez juste ce qui s'est passé très récemment. On a tenté une petite percée, d'accord? Parce que là, pour l'instant, on est bien sûr dans une tendance baissière. Enfin, juste là, on part dans un petit range, mais on est dans une tendance baissière. Hein, quand on voit, on verra plus en monthly, mais en très belle tendance baissière. On était sous nuage, on a testé de repasser, mais beaucoup trop tôt. Et ensuite, regardez ici, on a voulu remonter un petit peu, mais ça c'était très récemment, hein, c'est en semaine. Et la lagging span et aller rebondir sur la Kijun. Donc ce n'est pas passé, et d'ailleurs on est encore sous nuage, on est encore en zone d'incertitude. À mon avis, on peut encore rester en range pendant un petit moment, hein. Mais avec la Chine, on ne sait jamais. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois, une petite bougie comme ça, regardez, on a quand même perdu 18%. Les mouvements à chaque fois, ce ne sont pas des petits mouvements. Donc, dans un portefeuille, ça secoue quand même. Il faut avoir une petite ligne, en tout cas, c'est mon avis. On va pas mettre all-in dessus. Moi, c'est une entreprise que j'ai en ce moment, que j'ai acheté parce que ça m'intéresse, mais c'est une petite ligne de mon portefeuille. Ou plutôt de mon capital, puisque en ce moment, je suis sorti d'énormément de sociétés pour rentrer dans des ETF obligataires, puisque pour moi, la macroéconomie n'est pas du tout bonne. Ça risque de tenir jusqu'aux élections américaines, et encore, j'en suis pas sûr, et pour la suite, ce n'est pas beau à voir. Ce n'est que mon avis, je ne veux pas trop prendre de risques en ce moment, donc je n'ai que des sociétés comme ça pour le moyen long terme qui ont un bon rapport rendement-risque. Fin de cette petite aparté, on va voir juste maintenant en monthly, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est là que ça va être ultra intéressant parce que regardez les mouvements de l'entreprise. Cette fois-ci, chaque bougie représente un mois. On va élargir un petit peu quand même pour que ce soit comme ça. Et on voit que la petite montée qui s'est passée le mois dernier, et ben c'est pareil, elle est allée complètement rebondir directement sur la Kijun et elle s'est fait renvoyer directement. Ça veut dire qu'on est toujours en belle tendance baissière, mais regardez combien on a perdu depuis le top en 2021. D'ailleurs, regardez aussi quelque chose, le top était en 2021, d'accord, en février, alors que l'entreprise déjà en 2020 commençait à battre de l'aile. Mais elle n'a pas chuté tout de suite, hein, elle a pris quasiment 70% encore, hein. Mais là, regardez la chute, hop, plus de 81%, même 82%. Est-ce que l'entreprise vaut un cinquième de ce qu'elle valait juste avant la crise, sachant que c'est une entreprise qui n'existe pas depuis 2 jours, hein, elle est vraiment très ancienne, puisqu'elle date de 1999, mais par contre elle n'était pas cotée à New York avant, regardez, elle n'est cotée que depuis 2015, et pour voir un petit peu l'amplitude à chaque fois des mouvements, il faut quand même en être conscient, regardez, elle a été cotée, ensuite elle est montée un petit peu, elle a perdu 50%, ensuite il y a eu une montée de 252%, ensuite une chute de 40% quasiment, ensuite encore une montée de 146%, donc vous voyez que c'est vraiment des mouvements qui sont très violents à chaque fois. D'ailleurs, ici une énorme chute de 82%, on a vu. Ensuite, eh bien, ça a repris 105% très rapidement, puis on a rechuté. Et maintenant, on est ici, donc on risque de se stabiliser. On est toujours en dessous du nuage, hein. On n'est pas prêt de remonter très rapidement non plus, de faire un x5. Mais rien que si l'entreprise, effectivement, à partir d'aujourd'hui, disons, remontait comme avant, ça ferait un plus de 300%, donc ce qui est déjà énorme, hein. Alors ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de facteurs qui font que ça peut remonter, hein. L'entreprise n'est pas de mauvaise qualité, elle est juste complètement délaissée par les investisseurs, mais c'est le cas également de toute façon de tout le marché chinois en ce moment. Et mon avis, c'est que c'est quand même une bonne opportunité de diversifier vos investissements. Aujourd'hui, on a une énorme concentration en Amérique du Nord. Et bien, si vous voulez vous diversifier en faisant un peu de stock picking, Alibaba peut être une bonne société. Ce n'est que mon avis. Et voilà pour notre petite analyse de cette entreprise d'Alibaba. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a des sociétés que vous voulez que j'analyse. En tout cas, pour l'heure, merci d'avoir regardé. Thumbs up si ça vous a plu. Allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!